C'est avec beaucoup de souris que nous allons démarrer ce débat. Messieurs présidentiels en Côte d'Ivoire, les candidatures de Gbagbo et de Guillaume Soro ont été déposées. Seront-elles validées? C'est notre grande interrogation. Les candidatures à la présidentielle du 31 octobre en Côte d'Ivoire de l'ex-président Laurent Gbagbo, toujours en Belgique, et de l'ex-chef rebelle et ancien premier ministre Guillaume Soro, qui réside aujourd'hui en France, ont été déposées ce lundi par leurs partisans à la commission électorale indépendante à Abidjan. Ces poids lourds de la vie politique ont tous deux été radiés des listes électorales en raison des condamnations par la justice ivoirienne, et il est peu probable que le Conseil constitutionnel valide d'ailleurs leur candidature. Le président Alassane Dramane Ouattara, 75 ans, et l'ancien président Henri Konan Bédié, 86 ans, avaient déjà déposé leur dossier la semaine dernière. La CEI a donc reçu les candidatures des 4 principaux protagonistes de la crise post-électorale de 2010-2011. Ouattara, Bédié, Gbagbo étaient en lice au premier tour en 2010 quand M. Soro était le chef de la rébellion, alors maître du nord du pays depuis 8 ans. Le refus de Laurent Gbagbo de reconnaître sa défaite face à Ouattara au second tour avait déclenché une crise du côté de la Côte d'Ivoire qui avait fait, selon les chiffres officiels, 3000 morts, mais on sait pertinemment qu'il y a eu d'autres choses encore en dessous. Edmond Kuaté, aujourd'hui Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié, Alassane Dramane Ouattara et Guillaume Soro, 4 poids lourds en tout cas de la crise politique du côté de la Côte d'Ivoire, sont en lice pour le 31 octobre prochain. Je suppose que la question qui suit, c'est quelle lecture, quelle analyse je fais de cela. Effectivement, nous avons suivi tour à tour les différents candidats, ceux que vous avez cités comme les poids lourds de la politique ivoirienne, aller déposer leur candidature, mais je dois annoncer que ce n'est qu'une étape. Parce que maintenant, il reste au Conseil constitutionnel, n'est-ce pas, de faire le travail qui est le leur en validant ou en invalidant les différentes candidatures. Je dois préciser que nous sommes à 45 candidats déjà. Nous sommes à 45 candidatures déjà déposées au niveau de la CEI en Côte d'Ivoire. Et je dois également préciser que dans la liste affichée par la CEI en Côte d'Ivoire, chaque, n'est-ce pas, candidat est précédé du nom de sa formation politique. Ou alors, et quand c'est indépendant, on met indépendant. Nous n'avons pas compris pourquoi est-ce que la candidature du président Gbagbo, le nom du président Gbagbo n'est précédé de rien. Donc, tout le monde a sa formation politique, mais le président Gbagbo, tout simplement président Gbagbo Laurent. C'est écrit Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent, mais on ne sait pas s'il est du FPI ou s'il est indépendant, ou on ne sait pas. Donc, il faudrait que la CEI nous explique un peu cela. On sait qu'il y a eu, n'est-ce pas, je vais dire, un jeu un peu bizarre entre Afin-Guessan, François Hollande. Il faut quand même préciser que Pascal Afin-Guessan est candidat du FPI. Ben, il faudrait que Afin-Guessan dans cette liste des 45 personnes qui ont été... Il faudrait qu'Afin-Guessan nous dise de quel FPI il se réclame. On sait très bien que c'est une entourloupe qui a été, n'est-ce pas, formulée entre Ouattara à l'époque, Afin-Guessan et François Hollande lorsqu'il est arrivé en Côte d'Ivoire. Et le jeu, c'était de pouvoir donner la possibilité à M. Afin-Guessan d'enterrer définitivement le nom du président Gbagbo, sauf que Afin-Guessan n'a ni l'épaisseur ni l'étoffe pour le faire. Lorsqu'on a un poids lourd comme Laurent Gbagbo, il ne suffit pas de sortir, n'est-ce pas, je sais pas, de n'importe quelle écurie pour venir enterrer le nom de Gbagbo. Afin-Guessan a échoué dans cette mission et je pense que il est aujourd'hui, lui-même il avait dit que si jamais le président Gbagbo est candidat à une élection, lui, il va se retirer. Je ne sais pas pourquoi il s'entête à vouloir continuer dans ce jeu. Il faut qu'il comprenne qu'il a échoué. Il a échoué lamentablement. Plusieurs fois, le FPI a annoncé le boycott, n'est-ce pas, des élections. Lui, il y est allé et il n'a pas pu glaner grande chose. Donc, il faut qu'il comprenne qu'il ne pèse rien. Il n'a eu du poids, il n'a eu de la visibilité politique en Côte d'Ivoire qu'en raison de ce que le président Gbagbo l'a mis sur orbite, l'a mis, n'est-ce pas, a jeté des lucioles sur lui. En dehors de ça, il ne représente rien, il ne pèse rien. Donc, il faut qu'il comprenne aujourd'hui que le FPI, c'est l'appareil politique qui est encore dirigé par le président Gbagbo jusqu'à preuve de contraire. Il reste encore, n'est-ce pas, le pilier central. Donc, il faudrait qu'il comprenne qu'il arrête avec ce jeu. Alors, la question aujourd'hui est de savoir si
in fine, les candidatures, notamment du président Gbagbo et de Guillaume Kibafori Soro, vont être validées. Écoutez, il faudrait voir en cette candidature des raisons beaucoup plus d'ordre stratégique. Parce que nous savons très bien que je ne sais pas s'ils ont finalement complété. Lorsque ils sont allés pour déposer la candidature, ils avaient fait la demande d'une pièce, notamment l'extrait de casier judiciaire. On ne leur a pas remis. Oui. Et vous savez également que la justice a décidé dernièrement de radier définitivement, n'est-ce pas, le président Gbagbo et le Guillaume Kibafori Soro, ainsi que Charles Blé Goudé sur, n'est-ce pas, les listes électorales. Donc, si vous n'êtes pas, la loi est claire, si vous n'êtes pas électeur, vous n'êtes pas éligible. Donc, il faut être inscrit sur une liste électorale pour prétendre être, n'est-ce pas, éligible. Et donc, au jour d'aujourd'hui, on sait très bien qu'ils sont réticents à pouvoir délivrer, n'est-ce pas, l'extrait de casier judiciaire, le bulletin numéro 3 au président Gbagbo. On sait également qu'ils ont radié définitivement de la liste électorale. On sait également qu'ils ne veulent pas reconnaître que c'est lui qui chapeaute, n'est-ce pas, le FPI, parce que devant le nom de M. Afin-Gessant, ils ont mis le FPI. Et donc, on sait très bien qu'il y a toutes ces manœuvres-là que le pouvoir essaye d'utiliser. Le jeu de M. Ouattara, c'était d'éloigner au maximum, n'est-ce pas, du champ politique ivoirien, tout ce qui pouvait faire ombrage à sa forfaiture de 3e mandat. Et donc, notamment, c'est pour ça qu'il manœuvre depuis, malgré que le président Gbagbo ait été innocenté par la CPI. Il manœuvre depuis pour qu'il, n'est-ce pas, qu'il ne mette pas pied en Côte d'Ivoire, notamment en refusant de lui délivrer un passeport, même un passeport ordinaire, du jamais vu dans l'histoire d'un pays. Un président, un ancien président d'un pays, s'élève lui-même pour aller à l'ambassade de réclamer un passeport. Non seulement l'ambassadeur, il n'est pas fichu d'aller au moins le recevoir, mais en plus, jusqu'aujourd'hui, on dit son passeport est en cours de traitement. Mais il faudrait bien qu'on nous dise combien d'années il faut prendre pour traiter un passeport, pour traiter un dossier de passeport. Et donc, on comprend très bien qu'il y a toutes ces basses manœuvres-là pour empêcher, pour éloigner les poids lourds comme le président Gbagbo. Tout le monde sait très bien que si aujourd'hui le président Gbagbo mettait pied en Côte d'Ivoire, on sait l'euphorie populaire que ça va créer. Et donc, nous ne serons pas surpris de constater, n'est-ce pas, que la CEI décide d'invalider la candidature du président Gbagbo sous le prétexte peut-être que, bon, voilà, il n'est pas inscrit sur la liste électorale, sous prétexte qu'il y a des pièces qui manquent, et ainsi de suite. Et ce sera pareil pour Guillaume Kibafori Soro, dont nous connaissons aujourd'hui l'état de relation avec son ancien mentor, Alassane Ouattara. Donc nous pensons que la CEI, dans sa logique, n'est-ce pas, de pouvoir permettre à M. Ouattara, n'est-ce pas, de perpétrer sa forfaiture, va certainement chercher à invalider ces candidatures. Mais je vous ai dit qu'il faut voir en ces candidatures des raisons beaucoup plus stratégiques. Pourquoi? Parce que vous avez vu, je vous ai dit qu'il y a 45 candidatures déjà déposées, déclarées au niveau de la CEI. Oui. Le problème, c'est que M. Ouattara a très bien compris que le rapprochement entre Guillaume Kibafori Soro, Konan Bédié et Gbagbo pourrait créer un front uni contre lui. Oui. Et donc, aujourd'hui, il est en train de chercher dans une stratégie, n'est-ce pas? Il est en train de chercher des gens qui vont l'accompagner. Et donc, si jamais ces gens-là décidaient de boycotter l'élection, lui, il aurait tous ces candidats-là qui ne pèsent rien, qui ne représentent rien, en dehors, par exemple, de Mamadou Koulibaly, des leaders, et de Mabri, de l'UFPDC, de Mabri Touakeuse, en dehors de ces gens-là, et peut-être encore Kouadio Bertin, en dehors de ceux-là, franchement, de toutes les candidatures qui sont déclarées, que ce soit indépendant, et même compris l'ancien préfet d'Abidjan, que j'ai vu qu'il a essayé. Lui aussi les candidats à cette élection présidentielle. Sauf que j'ai constaté que lui, étant à Abidjan, a décidé de faire déposer sa candidature par un jeune homme qui est très proche de Ahmed Bakayoko. Je n'ai pas compris pourquoi. Lui-même, il aurait pu aller déposer sa candidature parce que tout le monde sait qu'il est bien à Abidjan. Et donc, vous voyez qu'il y a tous ces jeux-là. On comprend très bien que M. Ouattara cherche les personnes qui vont l'accompagner dans sa forfaiture si jamais les poids lourds, Bédié, Gbagbo
et Soro, Mabri et Mamadou Koulibaly, si tous ces gens-là décidaient de se retirer, de ne pas participer à cette forfaiture-là, alors il aurait, n'est-ce pas, ces sous-fifres-là, ces seconds couteaux qu'il a certainement déjà accompagné comme ça, parce qu'il faut savoir qu'il y a, n'est-ce pas, des éléments bloquants dans un dossier de candidature à la présidentielle en Côte d'Ivoire. Il y a notamment les parrainages, il y a la caution. Donc, je suis sûr que c'est M. Ouattara qui a manœuvré pour trouver à ces gens-là des parrainages, pour leur trouver également des cautions et tout cela. Et donc, il cherche certainement des personnes qui vont, n'est-ce pas, l'accompagner dans cette forfaiture et donner l'impression que, n'est-ce pas, les élections ont véritablement été discutées et démocratiques. Nous le savons, nous attendons, n'est-ce pas, la réaction de la CEI. Nous attendons que cet organe se montre véritablement démocratique, libre, en respectant la candidature, n'est-ce pas, en validant toutes les candidatures, notamment celle du président Gbagbo et celle de Guillaume Kiba-Foly. Même si d'ailleurs elles sont très nombreuses, hein, messieurs, il faut également préciser que j'ai ici la note du secrétariat permanent de la CEI, la commission électorale indépendante, élection du président de la République, scrutin du 31 octobre 2020, récépissé de dépôt de candidature, signé d'ailleurs de Kwame Adjoumani Pierre, qui est le secrétaire permanent. Il dit le secrétaire permanent de la commission électorale indépendante, sous-signé, atteste par la présente avoir reçu des mains de M. Ouagnin Georges Armand Alexis le 31 août 2020 à 13h52 le dossier de candidature de M. Gbagbo Laurent à l'élection du président de la République, composé des pièces indiquées en annexe. Donc, jusqu'à preuve de contraire, je vais me tourner vers vous, Dr Yamtimba. Pour l'instant, il faut le dire, le communiqué, alors il faut le dire, le récépissé de dépôt de candidature nous fait savoir que tout a été déposé, et bien sûr avec des pièces en annexe. C'est ce qui a été dit, c'est ce qu'on sait à ce jour. Et la candidature du président Gbagbo a été présentée par ce qu'on appelle l'ensemble démocratie et souveraineté. Oui. Donc c'est une candidature indépendante, puisqu'il s'agit là de la société civile. Et je comprends très bien que le président veut certainement marquer sa distance avec le FPI actuel. Donc, au fond, la question c'est si ces candidatures seront validées ou ne seront pas validées, soulève surtout la question de savoir jusqu'à quel point la France-Afrique est prête à aller pour défendre ses intérêts en Côte d'Ivoire et en Afrique francophone. À mon avis, c'est peut-être ça la question essentielle. Et depuis quelque temps, je préfère ne pas nécessairement aller dans le détail de la vie politique intérieure ivoirienne pour m'interroger sur le grand tableau, surtout depuis l'irruption du Mali et les problèmes qui se posent dans d'autres pays à travers l'Afrique francophone. J'ai le sentiment curieux que nous en avons déjà parlé ici. Le président Ouattara n'a pas d'autre choix que de rester au pouvoir. On a le sentiment également que sa stratégie avec le feu Ngon Koulibaly, qui aurait été apparemment que Ngon Koulibaly le nomma vice-président immédiatement après son élection, d'après les dispositions de la Constitution actuelle, n'a pas fonctionné. Et donc, il lui reste une seule porte de sortie, ou alors une seule voie, c'est de devenir lui-même président de la République, parce que c'est le seul poste qui lui garante, qui lui apporte une certaine immunité face à toutes les affaires qui pèsent sur lui, à savoir l'enquête des Américains sur le trafic de drogue et même d'autres problèmes, un risque éventuel que la CPI fonde sur lui. Donc, je pense que en réalité, il représente un certain nombre d'intérêts, même si ses amis américains, en tout cas l'État américain n'est plus forcément son plus grand soutien, il reste que certains de ses amis américains, surtout ceux qui sont impliqués dans la gestion, dans le trading du cacao à travers le monde, et dans le domaine pétrolier, reste quand même des soutiens intéressants, et que l'Open Society de George Soros reste quand même un soutien important au niveau des États-Unis. Mais il reste surtout que pour la France, c'est extrêmement important, c'est un cheval de bataille qu'il faut absolument maintenir en vie et en poste. Parce que la question de l'écho fait que si Ouattara n'est pas là aujourd'hui, et je crois que cela va de soi pour tout le monde, que la candidature validée de Laurent Gbagbo, sa présence en Côte d'Ivoire, apporte quand même beaucoup de soupçons de victoire. C'est-à-dire qu'il est presque sûr que aujourd'hui, si Laurent Gbagbo fait campagne en Côte d'Ivoire, il gagnera cette élection. Enfin, il semble que c'est vraiment fort probable. Et donc,
il est clair que cela va renverser totalement le rapport de force et les allégeances qui sont faites à la France-Afrique. Si donc il n'est pas concevable que le pion le plus important pour qu'il y ait un écho Macron-Ouattara dans la zone UEMOA saute, si jamais ce pion-là sautait, eh bien, c'est tout cela qui sautait. Et nous avons largement discuté des conséquences sur votre plateau ici. Perte de la place de la France au Conseil de sécurité, dégringolade de la France jusqu'à peut-être à la 23e place, 25e place mondiale, oui. Mais également des conséquences pour l'Europe. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la France, mais il s'agit de l'Europe tout entière parce que le franc français a été remplacé par l'euro. Donc, c'est toute l'Europe, d'une certaine manière, qui en profite et qui se retrouverait sans membres au Conseil de sécurité de l'ONU, mais également sans l'accès privilégié aux matières premières africaines et sans accès privilégié aux débouchés commerciaux que représente donc l'Afrique et particulièrement l'Afrique de l'Ouest. Et il y aurait une montée en puissance exceptionnelle du Nigeria en tant que probablement prochainement, futur membre du Conseil de sécurité de l'ONU, et de toutes les façons, cela va probablement accélérer un peu sa position comme puissance régionale, consolidant un axe qui se fait de plus en plus voir et qui fait peur sérieusement à l'Europe, l'axe Turquie, Nigeria, Iran. Donc, je crois que, au fond, la décision de déposer cette candidature, la candidature de Guillaume Soro, c'est subsidiaire, c'est secondaire, c'est pas le même niveau d'enjeu. Les enjeux de la candidature de Laurent Gbagbo sont des enjeux qui sont par-delà la Côte d'Ivoire et qui sont des enjeux historiques. Ce ne sont pas vraiment des enjeux contextuels d'une élection présidentielle, c'est des enjeux historiques. Est-ce que nous allons assister à à la fin, ou tout au moins à la fissuration critique de la France-Afrique à partir de la Côte d'Ivoire, grâce à la validation de cette candidature et à la réélection de Laurent Gbagbo, ou est-ce que nous allons assister à une consolidation comment dire, de cette France-Afrique au forceps, oui, par l'invalidation de cette candidature, le fait qu'on maintienne le fait qu'on ne lui délivre pas un passeport et qu'on l'empêche de rentrer en Côte d'Ivoire. À ce moment-là, nous serons fixés sur l'avenir de l'Afrique. Mais il reste que Laurent Gbagbo a quand même une position qui est connue, celle de la main tendue. Est-ce que cette main tendue trouvera d'autres mains? Il faut savoir, il faut le rappeler à tout le monde, le président Ouattara a la possibilité, qu'on s'asseye sur, qu'on prenne en considération le fait que Laurent Gbagbo a été condamné à 20 ans et donc n'est pas électeur parce qu'il a été déchu de ses droits civiques. Bon, même si en fait on ne comprend pas très bien cette condamnation, étant donné que la CPI adressait l'ensemble du processus de la crise, l'ensemble de la crise, et on ne comprend pas qu'il y ait un élément de la crise qui ait pu constituer le fond d'un procès en Côte d'Ivoire. C'est quand même un problème. Vous ne pouvez pas juger quelqu'un deux fois. Parce que les normes... Pour le même crime. Pour le même crime. Les conventions internationales, l'emportant sur les dispositions nationales, en fait, c'est la même chose, et vous le jugez pour la même chose dans deux juridictions, ça ne se fait pas. C'est des principes de droit. Et donc, on se dit, si par l'absurde, on tenait quand même compte de cette condamnation, il reste que, de la même manière que Laurent Gbagbo avait utilisé certaines dispositions constitutionnelles pour permettre à Ouattara de participer aux élections, Ouattara peut utiliser les mêmes dispositions pour permettre à Laurent Gbagbo de participer à ces élections. Ce sont des gestes de paix. Et j'espère que certains ne vont pas résolument se retrouver du côté de la violence et du côté du désordre et du chaos dans l'histoire pour n'avoir pas su, à un moment ou à un autre, faire taire leur rancœur et utiliser les mêmes dispositions que d'autres avant eux avaient pu utiliser pour leur permettre de participer. Donc, en gros, de mon point de vue, enfin, disons, ce qui m'intéresse particulièrement dans cette affaire de validation ou non des candidatures, et particulièrement de la candidature de Laurent Gbagbo, c'est vraiment les enjeux géopolitiques et géostratégiques, et c'est l'avenir de la France-Afrique et les moyens ou, disons, la fermeté ou la rigueur avec laquelle elle est prête à préserver ses intérêts avec tous les moyens dont elle dispose, à savoir les moyens vicieux de la loi et, par exemple, de ce genre d'opportunités. Albert Anatola, ici, 45 candidats en lice pour le 31 octobre prochain.
n'est-ce pas un peu trop pour un pays comme la Côte d'Ivoire? On a l'impression justement que tous ces candidats ne sont pas réellement des patriotes, ou alors quelque part on a l'impression finalement que toutes ces personnes ne croient pas réellement à Ouattara. Oui, écoutez, si pour ne pas m'imposer une mémoire effacement prioritaire, permettez-moi de revenir un peu en arrière sur l'un des éléments de langage que je voudrais prendre chez Yam. Souvenez-vous qu'en 2010... Là, vous voyez la liste, hein, les candidatures enregistrées par la CEI. Oui. Le président Thabo Mbeki, alors président de l'Union africaine, de la République sud-africaine, oui, sollicite et obtient de Laurent Gbagbo d'intégrer celui-ci dans le jeu politique, notamment dans la perspective de l'élection présidentielle de 2010. Bien évidemment, Laurent Gbagbo prend un décret qui permet à Laurent Gbagbo de devenir ce qu'ils ont appelé dans ce contexte candidat exceptionnel. C'était justement pour Ouattara. Ouattara, candidat exceptionnel, autant pour moi. Candidat exceptionnel. C'était pour l'élection de 2010. En 2015, Ouattara, qui devait justement faire qu'un seul mandat, puisqu'il a été imposé par la soi-disant communauté internationale pour l'élection de 2010, il revient en 2015. Et à l'époque, le président du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire, je pense, s'appelait Francis Wodié, qui justement rappelle à Ouattara que les dispositions conditionnelles ne lui permettaient pas de briguer un autre mandat. Oui. Alors, par décence intellectuelle, il remet à Ouattara sa démission. Il démissionne du Conseil constitutionnel. Et qui est nommé? C'est Mamadou Kone, qui est l'actuel président du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire, qui va faire une jurisprudence. C'est là on va donc aboutir à ce qu'ils ont appelé là-bas candidat par dérivation. Candidat par dérivation. Bon, allez comprendre ce que ça veut dire. Moi, je Donc, Ouattara, en 2015, était candidat par dérivation. Par dérivation. Alors, il était candidat par dérivation en 2015. J'ai jamais compris pourquoi. Et c'est l'actuel président du Conseil constitutionnel qui a accepté cette forfaiture en faisant jurisprudence. Ce qui nous permet de répondre à la question fondamentale, c'est de savoir est-ce que Mamadou Kone va faire comme Francis Wodié, c'est-à-dire démissionner? Je ne crois pas. Déjà, par rapport à cette candidature, il y a deux éléments qu'il faut convoquer, notamment pour ce qui concerne la candidature de Laurent Gbagbo. Souvenez-vous que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a cassé la décision condamnant par contumace Charles Blé Goudé, Guillaume Soro et Laurent Gbagbo. Parce que tout à l'heure, tout à fait, il me l'indiquait fort opportunément, c'est-à-dire que les décisions qui relèvent des décisions internationales, du droit international, sont supranationales par rapport. Donc, ce qui suppose donc que si on voudrait être démocrate du côté de la Côte d'Ivoire, les décisions condamnant, les décisions par contumace condamnant Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé et les autres, par contumace devraient être annulées. Ne devraient pas justement empêcher, surtout que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a estimé que justement la décision de Côte d'Ivoire doit être annulée. Donc, de ce point de vue, il me semble que M. Laurent Gbagbo et les autres peuvent faire valoir leurs droits civiques en tant qu'électeurs et certainement comme candidats. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, du moins dans le régime de Ouattara, qui ne respectait rien du tout, on va pouvoir respecter cela? La dernière actualité de ce côté-là nous informe que la Côte d'Ivoire menait de sortir de cette cour-là, Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, au fait de cette décision. Maintenant, et vous connaissez, et si la Côte d'Ivoire sort, ça va entraîner des conséquences de droit. Maintenant, vous avez donc, pour revenir à votre question, 45 candidatures. Vous avez d'un côté des candidatures symboliques, comme celle de Laurent Gbagbo, comme celle de Guillaume Soro. Il y en a qui appellent cela, enfin la presse ivoirienne appelle cela, certaines presse ivoirienne appellent cela les candidatures de provocation. Mais moi je les appelle les candidatures symboliques. Vous avez des candidatures factices, opportunistes. Bon, je crois qu'il y a un gros problème, notamment qui va porter sur, n'est-ce pas, l'émiettement
de la coalition qui pouvait être attendue au sein de l'opposition ivoirienne. Et ça va faire le jeu justement de celui qui est en face. Qui est Alassane Dramane Ouattara. Oui, qui a Alassane Dramane Ouattara, qui a tout l'appareil juridique, tout l'appareil institutionnel. Bon, bref, qui est le maître du jeu. Donc, je pense que c'est une très très mauvaise idée. Et je crois que c'est le reproche que nous faisons régulièrement à nos fameux partis d'opposition dans le plan francophone. Oui. C'est-à-dire lors des événements politiques majeurs, au lieu de coaliser, elles choisissent l'immédiatement. Et ça fait toujours, et ça fait justement les affaires, j'allais dire, n'est-ce pas, du candidat sortant, du candidat président. Je crois donc que, pour revenir à la thématique principale qui fait l'objet du débat, ça va être très compliqué. C'est très compliqué. Il faut quand même indiquer pour l'histoire que Laurent Gbagbo, bien n'étant pas en Côte d'Ivoire, où il lui était exigé 48 000 parrainages, il en a obtenu près de 115 000, je crois. 115 000 parrainages. À peu près. Bon, il a payé sa caution de 50 millions de francs CFA, ça dit qu'il y a eu des collectes. Comme à peu près le candidat du PCN a eu à le faire en son temps. On a déjà un candidat. Non, bref, c'est pour dire qu'en réalité, tout le monde sait que si Laurent Gbagbo, et tout à l'heure il me le disait, si Laurent Gbagbo met ses pieds en Côte d'Ivoire, ça va chambouler le jeu politique. Et ça, c'est important de le souligner. Est-ce que M. Alassane Dramane Ouattara sera démocrate, comme l'a été en son temps M. Laurent Gbagbo, qui lui a donné la possibilité d'abord d'être ivoirien, et ensuite d'être candidaté? Je ne pense pas qu'il n'est pas dans cette logique-là, M. Alassane Dramane Ouattara. Il est dans la logique de l'affrontement, puisque déjà, je ne trahis aucun secret, il y a quelques manœuvres des militaires français qui sont observés de ce côté-là, du côté de la Côte d'Ivoire. C'est à quelle fin? Dans un contexte préélectoral. Ça sent pas bon. Eric Pépin Mikaï, vous avez suivi les uns les autres. Jusqu'à preuve de contraire, on a l'impression, pour certains de nos téléspectateurs, que Ouattara va d'injustice en injustice. Parce que si un temps au pays menace aujourd'hui de sortir de la Cour africaine de justice, ça signifie une chose simple, c'est que tous les jours, il est toujours en train d'enfreindre la loi. Ça devient peut-être un sport pas favorable pour le président Ouattara. C'est une évidence. Non, on ne peut que faire des constatations. Candidat en 2010, toujours par... Vous avez dit dire quoi? Candidat exceptionnel. Candidat exceptionnel en 2010. En 2015, candidat par dérivation. Bon, aujourd'hui, il a déclaré au effort le 5 mars dernier qu'il ne sera pas... Non, maintenant le 6 mars, le 6 août, il sera candidat de force majeure. Candidat de force majeure. Finalement. En fait, ça devient un peu son sport favori. Mais il faut comprendre qu'on risque très gros en Côte d'Ivoire présentement. Et l'atmosphère qui est en train de se mettre progressivement en place n'est pas d'une nature à faire un chemin retour. Voyez-vous, hier j'ai suivi la sortie du cardinal d'Abidjan, qui n'était pas du tout luisant. Le cardinal Coutois. Jean-Pierre Coutois, qui n'était pas toujours en faveur du régime de Ouattara. D'ailleurs, il a appelé ouvertement que la candidature de Ouattara était une candidature qui menaçait la paix. Il a déclaré, je cite, si vous me permettez, « Je ne peux pas ne pas me tourner avec respect vers le président de la République, chef de l'État, dont la candidature à ces prochaines élections n'est pas nécessaire à mon humble avis. » Voilà. Donc, cela présage de l'environnement dans lequel on risque de se plonger si les uns et les autres, en réalité les responsables politiques, ne prennent pas la mesure de la chose. Maintenant, si je peux faire une lecture pour la candidature de M. Laurent Gbagbo, moi je peux l'inscrire dans un manquement d'une approche stratégique conséquente. Gbagbo a été blanchi par la juridiction internationale qu'on appelle CPI. Dr. l'a assez brillamment rappelé tout à l'heure. Il se bat présentement à rentrer chez lui, sur la terre de ses ancêtres. À côté, dans cette approche-là, dans cette optique-là, il a utilisé deux approches. L'approche de son statut d'ancien chef d'État, c'est-à-dire qu'on lui restitue ses droits d'ancien chef d'État pour qu'il rentre chez lui. La seconde approche, il a utilisé le statut des citoyens ordinaires de la Côte d'Ivoire pour qu'il ait un passeport lui permettant de pénétrer l'espace territorial ivoirien. Jusqu'à présent, rien. Laurent Gbagbo est fondateur d'un parti politique
qui a eu à gérer, à avoir accès au pouvoir suprême, c'est-à-dire le FPI. Donc tout le monde sait qu'il en est le président fondateur. J'emprunte un peu l'expression du feu président Mobutu. C'est lui qui avait cette expression du président fondateur. Tout le monde sait qu'il en est le président fondateur. Et que présentement, il n'a pas le contrôle de cette formation politique au profit de M. Pascal Affi-N'Guessan, qui est un compagnon de lutte. Non, même si on peut pas, ils peuvent être en disgrâce aujourd'hui, mais tout le monde sait que Pascal a joué un rôle fondamental dans la prise de pouvoir de M. Laurent Gbagbo au début des années 2000. Et que Pascal dépose un dossier au sein de la CEI, au nom du FPI, et que ce dossier soit accepté, et que le président fondateur lui dépose un dossier incomplet, parce qu'il faut le dire, Edmond l'a rappelé tout à l'heure, même sur le prisme d'une plateforme de société civile que M. Yamba a si bien souligné tout à l'heure, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, dont dirige Armand Winning, par exemple. Ça pose le problème de la stratégie. Parce qu'en réalité, une élection présidentielle comme celle de la Côte d'Ivoire, c'est à peu près 370 000 km² de superficie. C'est un pays qui n'est pas trop grand, mais qui est grand. Ça pose le problème également de l'organisation. Une élection présidentielle, on ne se laisse pas spontanément pour y aller. Parce qu'il faut toujours avoir un discours, une stratégie, une approche, un projet, des propositions qui doivent être conçues, compris et expliquer aux concitoyens dont tu sollicites le suffrage universel. Mais ça pose également le problème de mobilisation des fonds. Aïssi l'a si bien rappelé. Le cautionnement de M. Gbagbo s'est fait sur le prisme des collectes, des fonds de Redzi, comme on a l'habitude de faire, depuis un certain nombre d'années. Ce qui s'est passé également dans votre parti politique. En tout cas, c'est pas ça le l'objet du débat. Non, donc, juste en passant. Il faut bien le souligner. Voilà. Donc, ça pose ce problème-là. Maintenant, Laurent Gbagbo, forcément, c'est pas quelqu'un qui est connu comme étant très riche. Mais dont on sait, après avoir été déchu de son poste en 2011, que la plupart de ses biens et de ses comptes ont été confisqués. Gelés. En fait, confisqués et gelés. Parce qu'on peut geler les comptes bancaires, mais on peut confisquer les biens matériels. Oui. Donc, je ne suis pas dans du pénalisme. Donc, ont été confisqués et gelés par le régime de Ouattara. On sait bien que pour une élection présidentielle, on a besoin d'une mobilisation des fonds pour pouvoir être capable de supporter une campagne présidentielle. Parce que dans notre constitution, ces 2 semaines, je ne sais pas si c'est prévu, ce que prévoit la constitution ivoirienne, ce sont des moments de grandes fêtes et de dépenses en un point compté. Et M. Gbagbo a fait à peu près 9 ans de procédure judiciaire et sur ces éléments que je viens d'évoquer là, M. Gbagbo n'est pas prêt à aller à cette élection. Je ne le dis pas de mauvaise foi, je suis pro-Gbagbo, oui. Mais pour moi, l'urgence, présentement, c'est que Gbagbo retrouve ses droits civiques et qu'il retourne dans son pays et qu'il joue le rôle que tout le monde refuse de lui dénuder, celui de réconcilier les Ivoiriens. Maintenant, retourner au poste de président de la République pourrait être un bonus. Parce qu'en réalité, le poste de président de la République, Gbagbo l'a eu, l'a exercé, il connaît les contours, les tenants, les aboutissants. Pourtant, pour beaucoup d'Africains, c'est toujours son poste. Vous dites? Pour beaucoup d'Africains, c'est toujours son poste. Je suis d'accord, sauf que ça ne peut pas être un poste éternel. Parce que le jeu politique aujourd'hui en Côte d'Ivoire est inscrit sur un dynamisme. Vous n'avez pas comment enlever dans la tête des Africains qu'on le lui a arraché. Vous vous rappelez quand même de 2 termes qui ont été utilisés lors de la crise post-électorale du côté de la Côte d'Ivoire, le président élu et le président reconnu. Je suis parfaitement... Le président reconnu était justement la Alassane Ouattara. Le président élu était Laurent Gbagbo. Je pose le problème de la reconnaissance des droits civiques de M. Gbagbo qui sont actuellement bafoués, à la limite annihilés. Ça, c'est un fait. Et vous saviez que M. Ouattara est vicieux. Sur cet aspect, il ne va pas flancher. Parce qu'il y a M. Ouattara et il y a ce que le docteur... La France-Afrique. Voilà. Il y a ce que le docteur Yam explique maintenant, les jeux tendancieux, le jeu tendanciel de la France-Afrique. Donc, il est tenu par ces 2 cordes-là. Et qui sont les cordes qui tiennent à son aura
sa citoyenneté et sa capacité à relancer la machine ivoirienne. Donc on ne peut donc pas faire d'une pierre deux coups dans ce cas-ci. Parce que l'objectif ici pour moi, que ce soit pour la société civile qui a déposé le dossier de M. Gbagbo, c'est que M. Gbagbo retrouve ses droits civiques, qu'on abandonne toutes les chats passés, ça n'a pas encore été fait dans le cadre de la juridiction ivoirienne. Oui. Voilà, ivoirienne. Parce que juridiction internationale, on a lâché de l'Est, plus ou moins. Mais dans le cadre des juridictions ivoiriennes, parce qu'il est encore accusé de braquage à la BCAO. Du braquage à BCAO. Il a été condamné à 20 ans. Voilà. On parle du braquage, c'est-à-dire un président a braqué sa propre banque. Moi, je ne suis pas juriste, mais ça relève des montages, des films hollywoodiens autant pour moi. Donc, il faudrait que cette société civile comprenne l'enjeu, mettre la pression sur Ouattara pour que Ouattara lâche de l'Est et reconnaisse les droits civiques de Gbagbo, permettre en sorte que Gbagbo retourne en Côte d'Ivoire au moins pour regarder la tombe de sa maman qui a été enterrée en 2014-2015. Et maintenant, Gbagbo pourra s'investir pleinement dans le jeu politique ivoirien en tant qu'acteur ou en tant que faiseur de roi. Mais moi, je suis de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, Gbagbo peut être plus un faiseur de roi qu'un acteur dans le jeu politique ivoirien. Messieurs, vous allez me permettre de lire quelques messages qui nous ont été envoyés par nos téléspectateurs ce matin. Ikoum Patrick nous dit bonjour à tous. Ikoum Patrick qui est d'ailleurs un téléspectateur pas comme les autres. Justin Bissoko, bonjour à tous. 613 injections, bonjour DBS Télévision. Costa nous dit bonjour à la grande famille DBS. Pourquoi Gbagbo ne laisse pas Blé Goudé représenter son parti? Il peut bien le soutenir en back-office. Je pense que Ouattara, Bédié et Gbagbo devraient laisser Soro. C'est ce qu'il écrit, hein. Oui, c'est ça justement. Devrait laisser justement Soro, Blé Goudé et Bakayoko s'affronter à cette élection, nous dit d'ailleurs Costa Rui ce matin. Stéphane Sullivan nous dit 45 candidats à l'élection présidentielle dans un pays comme la Côte d'Ivoire est la preuve suffisante que la plupart de ces candidats ne sont pas des patriotes et roulent pour des intérêts personnels et surtout impérialistes, nous dit d'ailleurs ce téléspectateur. Hector Achille Mengue nous dit bonjour à toute la famille d'IBS, l'équipe d'IBS de la matinale. Malheureusement, les lois sont taillées à la mesure de ceux qui détiennent le pouvoir. À d'autres traînent des casseroles. Comment pourrait-il se mettre les menottes? Nous demande d'ailleurs ce téléspectateur. Et compatriote dit Steve Oselingos, bonjour le panel, j'ai une question. Comment comprendre le dépôt de candidature de Laurent Gbagbo et Guillaume Soro à la CUI alors qu'ils sont radiés des listes d'éligibilité? C'est sa question. D'ailleurs, Stéphane Sullivan de Nana revient nous dit pour ma part, la validation de ces candidatures visait tout simplement à éviter un soulèvement populaire en Côte d'Ivoire. On constate très bien qu'au fur et à mesure que s'approchent les élections, on invente, il faut le dire, des choses. Babamba, les accords de 2010 ont permis d'organiser des élections en Côte d'Ivoire. Monsieur Gbagbo a affirmé qu'il n'a jamais dit que Monsieur Ouattara était étranger, mais que c'est Monsieur Bédié sur la lutte au pouvoir qu'il avait sûrement déclaré. Stéphane Sullivan Onana déclare également il est important de rappeler que l'avenir de la France se joue en Côte d'Ivoire et elle fera ou mettra tout en œuvre pour ne pas la perdre, d'où cette quarantaine de candidats, pour la plupart fantoche, déclare d'ailleurs Stéphane Sullivan Nana. Hector Achille Mengue dit malheureusement Ado est dans son rôle. Un homme aussi sali comme lui ne peut pas quitter le pouvoir. Un cancer pour l'Afrique, c'est lui et ses complices. Auto brûle l'Afrique de l'Ouest. D'ailleurs pour lui, l'Afrique de l'Ouest peut se sauver et peut justement mettre tout en œuvre pour écarter Ouattara. Du côté de WhatsApp, bonjour à DBS la matinale, c'est Thomson Léon pour la thématique de ce matin. Je commence par donner mes encouragements et un soutien inlassable au peuple ivoirien qui a compris qu'ils sont gouvernés par un étranger qui a été placé par les Français, qui sont les parasites et qui ne veulent pas changer leur politique du nazisme monétaire qui vise seulement à appauvrir les Africains pour que la France soit toujours au sommet du monde. Les candidatures du président Laurent Gbagbo, de Guillaume Guipafori Soro, c'est une stratégie pour dévoiler la forfaiture de Dramane Ouattara, mais la Cour constitutionnelle aux ordres et elle ne pourra pas valider ces candidatures. Dramane a peur d'être traduit à la Cour pénale internationale. Steve, n'oubliez pas que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont été acquittés des crimes dont ils étaient accusés. Voilà, c'est errant depuis Bédi, ici même à Douala, qui nous l'explique aussi clairement.
Bonjour, je pense que Laurent Gbagbo devrait jouer le rôle d'un grand président en laissant passer les élections. Il ne nous a pas laissé son nom. Bonjour DBS, même si celle de Soro ne sera pas possible, j'attends celle de Gbagbo à être validée car elle est anti-français. Même la gloire du fleuve s'achève à la mer. Ouattara et la France, c'est fini pour vous. Marius depuis le Togo. Et voilà, c'est Joël qui nous écrivait il y a encore quelques instants. Il a rectifié et nous envoyé son nom. Ouattara n'a pas d'autre choix que de s'éterniser au pouvoir. Le camp Gbagbo étant dorénavant acquitté de toute charge, innocent, le seul et unique coupable qui n'a pas encore fait face à la Cour internationale de la S, c'est Ado. Et d'office, il sera coupable car il faut bien coupable. Une fois de plus, une vraie manipulation de la France qui tient à garder son poulain au pouvoir pour ses intérêts égoïstes. Romuald de Chenet, il nous écrit depuis l'Allemagne. Bonjour DBS matin, il y a un salut particulier à Steve juste pour aller dans le même sens que les panélistes car pour s'assurer une victoire à la prochaine élection présidentielle, Ouattara et son machin de CEI n'ont d'autre choix que de disqualifier le véritable favori qui est Laurent Gbagbo ainsi qu'un ancien allié politique. Soro, c'est une manœuvre politique non pour objectif, qui a pour objectif en tout cas d'empêcher l'alliance Gbagbo-Soro en cas de second tour. Mohamedou depuis Garoua. Merci à vous Mohamedou. Bonjour DBS matin, Alassane Dramane Ouattara est quelqu'un qui n'est pas reconnaissant. Ce qu'il oublie est que c'est Laurent Gbagbo qui l'a reconnu en tant qu'Ivoirien. Ouattara, la France, l'Union africaine, la CEDEAO veulent mettre la Côte d'Ivoire à feu et à sang pour permettre à Ouattara de briguer un troisième mandat inconstitutionnel, anticonstitutionnel. Donne Hiro Lamour depuis Dapaon au Togo. Bonjour Steve et à tout ton panel. Gabriel me compte depuis Yaoundé. En passant, nous avons payé les abonnements à 53 000 francs avec pour promesse d'être branchés en réseau en attendant l'arrivée de leur nouveau compteur depuis 3 mois. Bon, là, il parle de la SNEC, de Eneo, autant pour moi, 3 mois de suite après avoir perçu notre argent. Il nous renvoie d'aller attendre les compteurs d'abord. Quelle escroquerie, Steve. Bon, je comprends. Belle analyse de la situation ivoirienne par les panélistes. Mes frères, les Ivoiriens doivent peser de tout leur poids et de tous les moyens, y compris la force de la rue, pour écarter ce Ouattara et installer le vrai président qui sera élu par le peuple ivoirien. Ce sous-préfet français a déjà fini ses 2 mandats, donc plus rien à dire. C'est pas la France qui décide pour les Ivoiriens. Bonne journée à vous. Bonjour DBS, Latifou Mola depuis Sodoké au Togo. Très content de vous tous, bien portant, longue vie et santé de faire à vous. À mon avis, ces 4 personnalités sont malheureusement le souffre-douleur des Ivoiriens, donc la Côte d'Ivoire n'aura plus d'avenir avec eux. Mais je reconnais qu'il y a un qui est acceptable, Monsieur Gbagbo. Laurent, merci à vous mes frères et bonne suite. Merci également à vous. En 2010, au nom de la démocratie, j'ai encouragé l'avènement de Ouattara au pouvoir, mais au fil du temps, ce monsieur m'a déçu par sa méthode et ses alliés, par ses accointances avec la France, le Burkina Faso et surtout la position déclarée de lutter contre le panafricanisme au profit du capitalisme et la mafia internationale. Ouattara, devenu dictateur sanguinaire, ne lâchera pas. Il tuera davantage, musellera tout sur son passage pour se maintenir au pouvoir, sauf si la rue réagit comme avec Feu Robert Gay, Ismaël Djikam depuis Koutaba. Bonne journée à tout le panel. Bonne journée également à vous. C'est monsieur Adabigué depuis Togo. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour la jeunesse africaine. Nous attendons impatiemment une émission très forte pour le Togo. Oui, j'ai promis que je vais le faire. Hein. Bonjour à vous. La priorité en Côte d'Ivoire est la réconciliation et pas les élections qui engendreront plutôt un bain de sang. Il faut reporter l'élection en Côte d'Ivoire et Ouattara doit, pour l'amour de la patrie et surtout de la Côte d'Ivoire, retirer sa candidature illégale qui aujourd'hui piétine la Constitution. Beaucoup de nos téléviseurs qui sont en train de nous écrire, hein, Edmond Kuaté, pour eux, aujourd'hui, il faut d'abord la réconciliation et remettre en tout cas l'élection présidentielle du 31 octobre à plus tard. Non mais écoutez, je suis d'accord avec eux pour dire que lorsqu'on sort d'une tempête comme celle qu'a connue la Côte d'Ivoire en 2010, il est urgent, il est vital, il est impératif, oui, n'est-ce pas, de faire une réconciliation. Vous ne pouvez pas réconcilier si... C'est-à-dire que la réconciliation n'est tout simplement pas possible en Côte d'Ivoire avec M. Ouattara. Ce n'est pas possible. Donc pour vous, jusqu'à preuve le contraire, ce n'est pas... Non, et oubliez ça. Oubliez ça. Monsieur Ouattara, c'est le ver qui s'est installé dans le fruit ivoirien. Il faut l'extirper de ce fruit-là. Aïssi qui disait, en 2010, il est candidat exceptionnel, mais il faut rappeler qu'il devient ivoirien par effraction.
faut commencer par là, pas tronquer l'histoire. Il devient ivoirien par effraction en 90. Quelqu'un qui allait enterrer son papa à Sindou, au Burkina Faso, qui lui-même a toujours vanté que son père était un grand chef à Sindou, mais qui, parce que, bon, pour des raisons... dont le frère est député à l'Assemblée nationale ivoirien, burkinabé autant pour moi, et qui s'était toujours vanté d'être voltaïque, mais qui, pour des raisons d'ordre de technocratie, monsieur Houphouët-Boigny, le président Houphouët-Boigny, paix à son âme, avait jugé bon de le faire venir en 90, parce que... n'est-ce pas, ses amis à l'international avaient vanté ses mérites de grand technocrate, de grand économiste, je dois rappeler. Et je parle d'autorité, que moi, en tant qu'économiste, j'ai toujours cherché les publications de M. Ouattara, je n'ai jamais trouvé. Nous, les économistes, nous avons des sites où nous publions. Nous avons des sites où nous travaillons, où nous allons chercher les travaux de recherche des grands économistes. J'ai parcouru tous ces sites pour chercher même une publication en tant que M. Ouattara intervient en tant que co-auteur tout simplement. Je n'en ai pas trouvé. Et donc, le talent stratosphérique dont on vante à ce monsieur, je ne connais pas d'où ça sort. Et donc, c'est comme ça pour dire que lorsque des brigands internationaux veulent imposer quelqu'un, on prend une belle peinture, on met sur lui et on vous le vend. Et c'est comme ça qu'on a vendu ce monsieur à Houphouët-Boigny en 90. Il a fait venir comme Premier ministre. Et après, il a développé des ambitions. Et depuis que monsieur a développé ses ambitions, poussé par ses amis à l'international, il n'a jamais laissé les Ivoiriens respirer. Et donc, derrière monsieur Ouattara, en réalité, se cachent des grosses mastodontes à l'international qui veulent aspirer, asphyxier, spolier entièrement la Côte d'Ivoire. C'est ça dont il est question. Avec le principal agent. Celui-là, on le connaît très bien. Il s'appelle la France. C'est de ça dont il est question. Monsieur Ouattara, qui était par ailleurs très grand ami à Monsieur Sarkozy, c'est Sarkozy qui a manœuvré avec la force. Sarkozy aujourd'hui conseiller, hein? Qui est aujourd'hui conseiller de Monsieur Ouattara. Il faut bien préciser. Voilà, il faut le préciser. C'est la force licorne qui a permis à M. Ouattara d'être installé comme président, n'est-ce pas? Il était déjà candidat exceptionnel, mais il avait même perdu, malgré que M. Gbagbo, sous le conseil n'est-ce pas, du président Thabo Mbeki en Afrique du Sud, avait dit, bon, ok, si ça peut permettre de ramener la paix, permettons-lui de devenir ivoirien, parce qu'il n'était pas ivoirien, parce que les gens ont tendance à dire que c'est M. Bédier qui avait créé. Il y a certains téléspectateurs qui l'ont dit. Quand on le dit de cette façon, c'est comme si c'était des manœuvres, des basses manœuvres pour l'écarter. Non, c'était des faits. Moi, je suis Camerounais, voyez-vous. Je ne peux pas aujourd'hui, peut-être parce que pour des raisons, je ne sais pas trop quoi, on m'a appelé au Tchad ou au Gabon, je veux m'imposer comme Tchadien ou comme Gabonais. Et que quand on me rappelle que je suis Camerounais, ça devient un problème. Non, je suis Camerounais. Monsieur Ouattara est burkinabé. C'est un fait. Il faut qu'on arrête de dire des choses avec des langues La langue de bois. La langue de bois. Monsieur Bédier n'a fait qu'établir des faits. Il a dit, tu n'es pas ivoirien. Et voici ce que dit la constitution ivoirienne. Pour être candidat à une élection en Côte d'Ivoire, il faut être ivoirien de père et de mère. Et lui, il ne l'était pas. C'est un fait. Donc, ce n'était pas une invention. Et il a surfé. Au moment où il a enterré son père du côté du Burkina Faso. Il est allé enterrer son père au Burkina Faso, à Sindou, dont il est originaire. Il est originaire de Sindou, au Burkina Faso. Et donc, c'est un fait. Alors, voilà un monsieur comme ça. Vous ne pouvez pas compter sur lui pour faire la réconciliation en Côte d'Ivoire. Il est dans une logique, celle d'affrontement. Il est dans une logique, la logique de la force. La preuve. Après que les forces Licorne l'aient installé en 2010, pourquoi les forces Licorne sont encore restées stationnées en Côte d'Ivoire? Et d'ailleurs, tout à l'heure, M. Haïssi rappelait qu'ils sont... Il y a d'autres manœuvres d'ailleurs qui ont de la France. Ils ont commencé d'autres manœuvres. Eh bien, c'est pour intimider les Ivoiriens. Parce que vous avez vu, dès que M. Ouattara a déclaré sa candidature, a déclaré qu'il allait être candidat,
vous avez vu ce qui s'est passé. Les rues ivoiriennes se sont inondées et puis ça allait déjà dans tous les sens. Des rixes passés. Il y a eu des morts, hein, mais bon, on n'a pas vu les chaînes françaises le déclarer. Mais vous ne les verrez pas. Comme information. Vous ne les verrez pas. Ils ne diront rien. Pourquoi? Parce que M. Ouattara, c'est un pion. Mais écoutez, il faut que la France enlève son genou sur le cou des Africains. La France doit enlever son genou sur le cou de l'Afrique à travers des pions comme M. Ouattara. M. Ouattara, c'est un pion. Lorsque nous parlons du président Gbagbo, les gens s'étonnent. Mais les gens se disent, pourquoi est-ce que nous nous intéressons? Lorsque vous avez un monsieur comme Gbagbo qui a le courage de poser les véritables problèmes d'un pays, de la souveraineté d'un pays. La souveraineté d'un pays. Pourquoi voulez-vous que nous ne lui accordions pas? Moi, je suis panafricaniste. C'est pourquoi vous me verrez très souvent, je ne me mêle pas dans des guéguerres politiques de mon propre pays, le Cameroun. Parce que jusqu'à présent, je ne trouve pas que les acteurs qui sont au devant de la scène, ils aient le courage de poser véritablement les problèmes de mon pays. Si c'est discuter pour aller arracher la place à Etoudi et refaire la même chose, je ne voudrais pas tomber dans ce qu'Einstein a défini comme étant la folie, c'est-à-dire faire la même chose tout le temps et espérer avoir des résultats différents. C'est ce que nous faisons chez nous très souvent. C'est pour ça que moi je dis, je ne me mêle pas des guéguerres politiques. Même à la base, ça se voit. Hein. Mais je ne me mêle pas. Dans son parti, voilà. Tu vois qu'il ne va pas faire mieux que voilà, je ne me mêle pas parce que je me rends compte que les gens discutent juste le fauteuil du palais présidentiel. Mais les problèmes de souveraineté. Mais les problèmes de souveraineté, nous avons été pris en otage depuis des années. Les gens nous ont confinés dans une petite portion de notre propre territoire et ils tirent. Monsieur Gbagbo est le seul qui dit, il le dit ouvertement, quand je suis arrivé au pouvoir, je me suis rendu compte que lorsque la France, n'est-ce pas, prenait notre pétrole, il prenait 80% et il nous donnait 20%. Et il est même allé très loin. Il dit concrètement, ça veut dire que si on vend notre pétrole à 1000 francs, eux ils ont 825 francs, nous on a 175 francs. Et c'est pareil pour tous les pays africains. Alors, les gens se discutent sur les 175 francs, sur les 15% que la France nous donne. Je vous rappelle que dans un pays comme le Gabon, c'est plus grave. C'est 5%. C'est 5%. La France laisse 5%. Et la famille Bongo a 3%. Et la famille, n'est-ce pas, la France a 92% de ce pétrole-là. C'est pareil au Cameroun. C'est pareil partout. Alors, au lieu que les gens se lèvent pour dire, allons reconquérir notre souveraineté, allons prendre, n'est-ce pas, notre liberté, allons prendre notre souveraineté. C'est pour ça que je me serais volontiers engagé derrière Ounyobe, derrière Ernest Ouandié, pour lutter pour la souveraineté de ce pays, plutôt que de m'aligner derrière des politiciens dont le seul objectif c'est de conquérir. Donc c'est pour ça que moi je dis, nous levons derrière M. Gbagbo, et c'est pour ça que l'esprit Gbagbo ne peut pas s'éteindre en Côte d'Ivoire. Partout en Afrique, hein, pas seulement en Côte d'Ivoire. Partout en Afrique. C'est le seul homme politique en Afrique aujourd'hui qui fait l'unanimité en Afrique. Pourquoi? Parce qu'il a posé le francophone. En Afrique francophone en tout cas. En tout cas, puisque nous parlons des problèmes de l'Afrique francophone. C'est le seul qui a réussi à poser les véritables problèmes, les véritables enjeux. C'est de ça dont il est question. Il n'a pas combattu juste pour occuper la place, n'est-ce pas, enlever M. Oufouette et rester pour perpétrer le même système. Il a dit non, il faut que nous retrouvions notre liberté. Et donc, tous ceux qui aujourd'hui s'alignent derrière M. Gbagbo, c'est parce qu'ils ont compris que ce monsieur a posé les vrais problèmes. C'est pour ça que son esprit ne peut pas disparaître de la scène politique. Alors, ceux qui disent que M. Ouattara, tout comme M. Bédié, tout comme M. Gbagbo devrait s'écarter. Non, je leur dis, il faut faire très attention. Si vous laissez votre morceau de pain, les fourmis, je sais pas, les asticots, tout ça, ils viennent, les mouches et tout ça, viennent se poser dessus. Donc vous allez en chassant les asticots et les fourmis. Vous jetez le pain. Vous jetez le pain aussi. Non. L'homme politique, l'acteur politique central aujourd'hui dans l'espace francophone, s'appelle Gbagbo Laurent. Et donc c'est pour ça que nous sommes derrière lui. Les autres là, les bédiers, les montagnes, ne le confondez pas. Il ne faut pas mélanger les chiffons, les torchons et les serviettes. C'est pas pareil. Même si de nature ça se ressemble, c'est pas pareil. Les serviettes, les chiffons, les torchons, c'est pas pareil.
nous avons un acteur politique en Côte d'Ivoire que nous supportons et nous demandons à la CEI. Si la CEI rejette sa candidature sous le simple prétexte que c'est parce que constitutionnel, la CEI, le Conseil constitutionnel, autant pour moi, si le Conseil constitutionnel rejette, invalide sa candidature, ils nous diront sur quelle base ils vont valider la candidature de M. Ouattara, parce que nous savons que très bien, M. Ouattara n'a pas le droit de se présenter comme candidat. Et donc, ce sera une occasion d'embarrasser terriblement le Conseil constitutionnel ivoirien. Et s'ils nous donnent l'occasion, nous allons leur montrer de quoi nous sommes capables. Docteur Yamtimba, solennellement le 5 mars dernier, au su et au vu de tout le monde, dans un discours que tous les Africains ont écouté, ont vu, relayé en Mondovision, Alassane Dramane Ouattara a déclaré haut et fort qu'il ne sera pas candidat. Ouais. Selon la loi, normalement, quand vous le dites, vous devez la respecter, cette parole. Seulement, il y a encore quelques jours, le même Alassane Dramane Ouattara est revenu pour dire, vu les circonstances, vu que son dauphin est mort, il trouve bon de se présenter comme candidat. Et il est donc celui-là. Pourtant, certains de nos téléspectateurs déclarent au fort qu'Alassane Dramane Ouattara, si je m'en vais lire d'ailleurs tout le monde, qu'il faut qu'il s'écarte, libère Laurent Koudou-Gbagbo, Charles Blé Goudé, qu'il rentre chez eux, fasse une réconciliation. Peut-on dire aujourd'hui qu'il y aura réellement une réconciliation, alors que Alassane Dramane Ouattara pourrait penser ainsi, comme certains des Africains? Gbagbo a l'habitude de dire quelque chose de Ouattara. Que c'est un menteur. C'est un menteur. Je crois que s'il y avait une preuve à apporter, cette contradiction-là est suffisante pour établir que Laurent Gbagbo a effectivement raison. Et qu'il le connaît très bien. Non, sûrement, il le connaît très bien. Il le connaît très bien. Il y a beaucoup de choses qui gênent dans l'attitude de nos hommes politiques, et je vais parler de manière générale, dans l'attitude de nos hommes politiques, particulièrement en Afrique francophone. Vous ne pouvez pas avoir plus de 60 ans, c'est-à-dire être parent, grand-parent, et mentir. Revenir tout le temps sur vos paroles, ne pas respecter les règles, voler. Il y a quand même il y a quand même quelque chose qui ne va pas en Afrique francophone. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous êtes censé, à cet âge-là, être ce qu'Amadou Ampateba appelait une bibliothèque. Mais une bibliothèque, c'est quoi, monsieur? Le mensonge, c'est une bibliothèque de mensonge. Oui, peut-être une bibliothèque de mensonge. Mais vous êtes censé être, à ce moment-là, un réservoir de sagesse. Parce que j'imagine que c'est ça, une bibliothèque. Oui. Et vous êtes censé, à ce moment-là, être un modèle. C'est vous qui guidez les gens. C'est vous qui rappelez quelles sont les valeurs. C'est vous qui rappelez ce qui est permis, ce qui est défendu culturellement. C'est vous qui devez montrer la voie pour que les jeunes générations soient meilleures que vous. Oui. Mais nous avons en Afrique francophone des chefs d'État qui disent une chose et son contraire, des chefs d'État qui pensent, qui sont messianiques. Enfin, je comprends très bien que beaucoup sont catholiques musulmans, je leur en veux pas, c'est leur droit. Mais il y en a qui pensent qu'ils sont des prophètes, d'autres qui pensent qu'ils sont des messies, et du coup, ils donnent le sentiment que sans eux, le monde n'existe pas. Mais c'est quoi cette façon de faire la politique? C'est quoi cette façon d'exister? C'est quoi cette Afrique que nous créons? Il y a même des pays dans lesquels on a dit que si vous voulez et que vous pouvez rembourser, vous êtes là, on peut vous laisser. Mais c'est quoi ce pays-là? C'est quoi ces pays? Nous ne nous en rendons pas compte, mais cela influence notre jeunesse. Et aujourd'hui, nous avons une jeunesse violente, une jeunesse qui est non pas impertinente, parce qu'impertinent c'est différent, c'est plutôt positif. Nous avons une jeunesse violente, nous avons une jeunesse irrespectueuse, nous avons une jeunesse qui n'a pas de repères. Elle est devenue une masse informe, qui n'a pas de valeur, qui n'a pas de repères, et c'est pour cette raison qu'elle est dominée, on peut la dominer. C'est pour ça qu'elle est malléable. C'est pour ça que cette jeunesse-là peut être influencée dans un sens ou dans l'autre, par justement des positions qui servent les intérêts des autres dans notre continent. Mais regardez par exemple ce qui s'est passé l'autre jour, qu'on a observé à travers toute l'Afrique francophone lorsqu'il y avait cette fameuse finale de la Champions League européenne. Mais c'était incroyable. On n'a jamais, même en Europe, c'était pas comme ça. Nous avions deux camps en Afrique francophone, les uns qui soutenaient une équipe et les autres qui soutenaient la deuxième équipe. Est-ce que vous vous rendez compte de la jeunesse
que l'Afrique forme. Et les gens croient que cette jeunesse-là est formée par quoi ou par qui? Mais elle est formée par ces chefs d'État qui n'ont ni parole, qui n'ont aucune valeur, qui eux-mêmes, en réalité, sont tellement dans des compromissions qui les poussent à détruire leur propre pays que, malheureusement, la jeunesse elle-même, elle est complètement déroutée et désorientée. Vous ne pouvez pas diriger un pays comme la Côte d'Ivoire, un pays aussi important, et ne pas avoir de parole. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui A et demain vous dites quelque chose qui est le contraire de A. Qu'attendez-vous des autres? Je suis persuadé que le président Ouattara aurait dit « Messieurs, je vous ai déjà dit qu'il est temps de passer la main à la jeune génération et j'insiste, je reste là-dessus parce que c'est ça un Africain. Un Africain est un homme de parole. » Je suis sûr qu'à ce moment-là, je peux vous l'assurer, il aurait créé une certaine détente en Côte d'Ivoire et il aurait suscité des vocations. Aujourd'hui, il suscite un émiettement de l'opposition ivoirienne et de l'électorat ivoirien avec des candidats qui sortent de nulle part. Et aujourd'hui, il est dos au mur par rapport à la candidature spécifiquement. Je vous dis que je ne parle pas de la candidature de Soro, c'est pas... Non, on vous comprend parfaitement. C'est pas important. À la candidature de Laurent Gbagbo. Et tout le monde sait très bien que ce n'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème ailleurs. Le vrai problème de toute cette affaire, c'est Gbagbo. Et le problème Gbagbo, c'est que vous avez en face des enjeux qui dépassent la Côte d'Ivoire et qui sont des enjeux qui viennent influencer jusqu'à la région Afrique centrale et qui influencent jusqu'aux Comores qui se trouvent à 9000 km de là. Oui. Parce que vous avez en réalité, comme le disait quelqu'un l'autre jour, sur une chaîne de télévision concurrente à la vôtre, qui disait la France n'a pas encore réussi à refaire son logiciel intellectuel et de prospective pour pouvoir compter sur ses propres forces, sur ses forces endogènes. Les Allemands l'ont fait, ont été obligés de le faire après la Première Guerre mondiale. Et aujourd'hui, l'Allemagne organise son développement sur ses propres forces. La France n'arrive pas à le faire. La Grande-Bretagne a dû le faire dans les années 60-70. Là, la France n'arrive pas à le faire. Comment vivre de ses seules ressources sans accès gratuit? Parce que quand on dit accès privilégié, c'est un mot gentil. Tout à l'heure, qui a été disait qu'il faut laisser la langue de bois. Non, ce n'est pas un accès privilégié, c'est un accès gratuit. Parce que quand quelqu'un vient prendre votre pétrole et dit non, je vais inscrire que j'ai 50% de ce que vous avez importé dans les livres de compte, c'est un accès gratuit. Sans un accès gratuit aux matières premières, il y a là un problème. Ça veut dire qu'elle n'arrive pas à vivre de ses propres ressources. Et les Ouattara ne sont que les suppôts, ne sont que les personnes utilisées pour ce genre de choses. Mais je vous dis encore, moi je reste sur une position d'observation. Je vais voir si cette candidature de Laurent Gbagbo sera validée ou pas. Oui. Et j'ai seulement beaucoup d'inquiétudes quant à ce qui va arriver en Côte d'Ivoire. 75 000 parrainages, ce ne sont pas 75 000 signatures de badauds dans la rue. Ce ne sont pas 75 000 signatures d'étudiants. Ce ne sont pas 75 000 signatures des membres de sa famille ou des habitants de son village ou de son département d'origine. 75 000 parrainages, c'est 75 000 personnalités de la société ivoirienne. De la société ivoirienne tout entière, dans tous les départements de la Côte d'Ivoire. Cela manifeste, indique un soutien très fort. Et un tel soutien de ces personnalités signifie également leur propre réseau. Parce qu'ils n'engageraient pas leur propre réseau sans savoir stratégiquement ce qu'ils font. Oui. Ce qui veut dire aujourd'hui que, au fond, nous sommes dans une situation explosive. Et lorsque certains s'amusent par des manœuvres militaires à envenimer ce qui se passe, à jeter de l'huile sur le feu, nous savons où sont les pyromanes et j'espère que la CPI en tiendra compte le moment venu. Il faut savoir que voici venu le moment pour l'Union africaine de faire son travail. Il faut que l'Union africaine fasse son travail. Et il va falloir que la CEDEAO fasse son travail, que le Nigeria, le Ghana, le Sénégal, que ces pays-là, qui sont les 3 piliers, en dehors de la Côte d'Ivoire, de la CEDEAO, prennent leurs responsabilités. Parce que si ça brûle en Côte d'Ivoire,
Ça brûlera au Ghana. Ils ne diront pas qu'on ne leur avait pas prévenu. Albert Anatole Haïssi, vous l'avez très bien suivi. On a demandé à Laurent Koudou-Gbagbo, dans son dossier, 48 000 parrainages. Il a eu 75 000 à lui tout seul. Mais pendant ce temps, depuis quelques heures, on voit déjà certaines manœuvres des militaires français du côté de la Côte d'Ivoire. C'est comme s'il se préparait quelque chose si on refusait justement de valider la candidature de Laurent Koudou-Gbagbo. Et je voudrais également ajouter à votre propos que depuis l'annonce de sa candidature, Ouattara fait pas moins de 2 voyages à Paris. Ça présage de quoi? Ça veut dire qu'il va prendre l'onction de Macron. Macron au Liban. Hein. Ça veut dire qu'il va prendre l'onction de Macron et pour venir imposer justement le dictat de l'Élysée en Côte d'Ivoire. C'est ça qu'il s'agit. Donc, écoutez, et puis au moment, pendant que nous parlons, tout à l'heure j'évoquais les manœuvres militaires des forces françaises du côté de la Côte d'Ivoire. Oui, justement. Bon, avant ces 140 militaires qui sont arrivés, je crois, hier ou avant-hier, il y en avait déjà 500 qui étaient sur place. Ça présage de quoi? 640 déjà. Avant cela, M. Ouattara, au lieu de payer les salaires ou de revaloriser les salaires des fonctionnaires ivoiriens, il a cru devoir plutôt acheter les armes. Les armes. C'est pour en faire quoi? Donc, ça veut donc dire qu'en fait, il n'est pas en train de se préparer, il n'est pas dans la logique d'une élection apaisée en Côte d'Ivoire, il est dans la logique d'une élection contestée qui va aboutir à l'escalade de la violence et des tueries, puisque dans le cas, souvenez-vous que dès qu'il a, n'est-ce pas, annoncé sa candidature, il y a eu une spirale de violence, de contestation en Côte d'Ivoire avec des morts à la clé. Donc je pense qu'aujourd'hui que il est de la responsabilité historique et politique de M. Ouattara de prendre ses responsabilités. En tout cas, s'il a encore un peu de dignité, c'est un président, mais nous sommes en Afrique. Oui. Je voudrais quand même vous rappeler, c'est un fait divers à mon sens. Le fameux président qui est le président du tribunal d'Abidjan, il y a 2 jours, il est mort d'un accident de circulation. C'est M. 20 ans. Le juge de 20 ans de prison. 20 ans de prison qu'il distribuait justement à tous les autres. Il a décédé. Oui, il a fait des accidents de la circulation il y a 2 jours. C'est pas anodin. Beaucoup d'événements malheureux autour d'un monsieur comme celui-là, c'est pas anodin. Son premier ministre qui décède, le président du Sénat qui menace de démissionner, le vice-président qui a démissionné. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Donc je crois qu'aujourd'hui, Ouattara, comme l'indiquait tout à l'heure Yam, en réalité, il n'a pas de choix que de se maintenir au pouvoir s'il veut encore gagner un peu de sa liberté. Parce que s'il n'est plus là, ça va devenir très compliqué. Donc je crois que là, il n'est pas en train de gérer ou de servir les intérêts de la Côte d'Ivoire, mais il est en train de gérer les intérêts, ses intérêts personnels et les intérêts de la France-Afrique. De la France-Afrique. Et au-delà même de la France-Afrique. Parce que derrière la France, il y a les Américains, entre autres. Hein. On ne va pas également oublier que la Côte d'Ivoire est divisée. Hein. C'est un gâteau qui a été divisé, même le Maroc est là-dedans. Non, le Maroc, c'est la France. Non, ça, c'est la France. Le Maroc, c'est la France. Le cheval de Troie. Donc, c'est pour vous dire que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, et là, la responsabilité du Conseil constitutionnel est également interpellée, parce qu'il est important aussi de souligner que si la candidature de Laurent Gbagbo est invalidée, la scène de Ouattara doit être invalidée automatiquement. Si nous avons affaire à un Conseil constitutionnel qui est sérieux, parce que je pense que la seule chose que peut faire actuellement Mamadou Koné, c'est de faire comme son prédécesseur qui démissionne. Pour ne pas, parce que s'il y a de l'escalade en Côte d'Ivoire, parce que dès que la candidature de Laurent Gbagbo est invalidée et celle de Ouattara validée, vous allez voir ce que vous allez voir. Vous allez voir de ce côté-là. Donc, je pense que il est essentiel, à mon sens, et là, je rejoins l'avis de ce prélat qui a indiqué que la réconciliation est prioritaire. Maintenant, à quelques jours, à quelques semaines d'une élection capitale comme la présidentielle, est-ce que c'est un projet qui préoccupe M. Alassane Dramane Ouattara? Je ne pense pas du tout. Parce que c'est un projet qui avait été annoncé quand il est arrivé en 2010. Ça a été réitéré en 2015, lors de son 2e mandat. Après, c'est tombé dans les sables mouvants, on n'en parle plus. Donc je pense qu'aujourd'hui, il n'est pas dans son intérêt de régler cette question. Il est dans son intérêt de se maintenir au pouvoir. La preuve, c'est que il a ressuscité les accords léonins que Laurent Gbagbo avait résiliés. Il n'avait pas voulu reconduire. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas là, il n'est pas au service des Ivoiriens, il est au service des intérêts des Occidentaux, du capitalisme, de la prédation. Éric Pépin-Bicaye, donc aujourd'hui on a 640 militaires français du côté de la Côte d'Ivoire, manœuvre militaire.
Peut-être parce que, comme on a vu la dernière fois avec la candidature, il faut le dire comme ça, hein, l'annonce de la candidature d'Alassane Dramane Ouattara comme candidat à l'élection présidentielle, il y a eu de l'escalade. Maintenant, s'il y a une invalidation justement de la candidature de Laurent Gbagbo, il y aura également de l'escalade. Il se prépare à se protéger quand il sait pertinemment que certains militaires ivoiriens ne sont pas également de tout corps avec lui. Non, ça c'est la lecture géostratégique de la Côte d'Ivoire actuelle. C'est-à-dire, les amis d'hier sont les ennemis d'aujourd'hui. Même à l'intérieur de l'establishment que Ouattara a formé dès son arrivée aux affaires. Cela s'est fait ressentir même avec l'outil qu'il a utilisé, l'outil militaire qu'il a utilisé, parce que sur les 9 ans de pouvoir de Ouattara, il y a eu à peu près 4 à 5 fois les bruits de bottes. Beaucoup de ces gars qui l'ont aidé à arriver au pouvoir. Il leur avait promis une villa et 22 millions de francs CFA. Ont même été radiés de l'armée pour ceux qui étaient stationnés du côté de Boaké. Oui, ici, il y a eu voilà. Bon. Donc, ils se sont rendus compte, beaucoup l'ont... Qu'en est-il même d'ailleurs des 22 millions et de la villa? Parce qu'ils peuvent également revenir pour marcher. Non. Bon, allez-y. Beaucoup se sont rendus compte qu'en réalité, on les avait vendus du vent. Et ils ont reconnu que Ouattara n'était pas un homme de parole. Oui. Ils ont voulu mourir pour lui, pour que lui, il puisse réaliser son rêve d'enfant, être président d'un pays dont il n'était pas originaire. Il ne faut pas le dire parce que Edmond a essayé de le peindre tout à l'heure. Oui. C'est un peu l'histoire de notre compatriote aussi brillant, Thierry Roth, qui est actuellement l'un des proches collaborateurs du président Roch-Marc Kaboré. Tout le monde sait que c'est un bad job de Zeka. Et que d'ici 5 ou 6 ans, Thierry se prévale être burkinabé et veulent à tout prix, sur la force par la force de ses réseaux, à la fois locaux et internationaux, être président du Burkina Faso. Et que malheureusement, nous, les Camerounais, nous qui avions grandi avec lui, on ferme la bouche et on dit que non, Thierry est burkinabé. C'est l'histoire de Ouattara. Et c'est l'histoire du Burkina Faso. Parce que tous savaient que Ouattara n'était pas ivoirien et qu'il est venu vendre une expertise à un président qui en avait besoin pour restructurer son économie. Et que cette expertise vendue a été payée. Et a été lourdement payée. Faisant passer la Côte d'Ivoire de 1% à moins de 4%. Voilà. Parce qu'il y a également, au-delà de Bourou de Beau, je vais y revenir tout à l'heure, le fait que l'héritage de Houphouët-Boigny à son décès en 1993 était estimé à 7,1 milliards de dollars. Cet héritage. Et qu'au jour d'aujourd'hui, la famille d'Houphouët, sa veuve notamment, n'a pas accès à cet héritage. Et au décès d'Houphouët en 1993, c'était Dominique Ouattara, actuel Dominique Ouattara, qui était l'intendante des biens d'Houphouët. Allez voir pourquoi. Edmond Kate va vous dire que c'était sa petite. Bon, ok, lui, il est bien introduit en Côte d'Ivoire, moi pas. Non, mais ça, c'est pas... C'est de notoriété. Voilà, c'est connu. C'est connu. Et on se souvient de la boutade de Jacques Chirac à ce sujet. Voilà. Donc c'est connu. Oh, allez-y, ça veut dire que la situation actuelle à Côte d'Ivoire, je l'ai dit à l'entendre de mon propos, est une situation qui doit inquiéter, qui doit interroger ceux qui ont encore un peu d'âme. Parce qu'il ne faut pas que Olusegun Obasanjo, les Goodluck Jonathan viennent jouer les sages après qu'il y ait incident. C'est l'occasion pour ces personnalités d'Afrique-là de peser de tout le poids pour montrer leur intelligence, leur intransigeance sur des questions qui concernent l'Afrique. Il faut qu'ils entrent en scène maintenant. Parce que s'ils viennent entrer en scène, quand il y aura une situation explosive, on va se moquer d'eux. Tout comme on s'est moqué d'eux au Mali. Parce que leur arrivée au Mali était risible. Ils venaient faire quoi? On avait déjà passé la main, du moins. Le vieux Ibeka avait déjà passé la main. À la jeune génération, il n'y a pas eu coup d'État au Mali. Moi, c'est ce que je pense. Pourquoi venir contraindre Ibeka encore à reconnaître, à reprendre le pouvoir? Pourtant, le mec, lui, il est fatigué. Il a été secoué par quelques manifestations. Il a compris que ça n'allait plus. Il a lâché prise. Donc, c'est l'occasion pour ces mecs-là de jouer de leur va-tout pour que ça n'explose pas en Côte d'Ivoire. Parce que la France a compris que
la jeunesse ivoirienne, elle ne recule pas, du moins la société civile, comme Dr Yam l'expliquait tout à l'heure. Oui. On a à peu près 75 000 qui ont encore, personnalités ivoiriennes qui ont signé. Voilà. Au lieu de 48 000, hein, il y a eu 75 000. Voilà. Ils pensaient que c'était une punition, c'est devenu plus facile encore. Président Gbagbo. Donc ceux-là sont fâchés parce qu'on a expliqué sur ce plateau, lors des émissions précédentes, que Ouattara a confisqué les biens de plusieurs cadres du FPI et même du PDCI. Parce qu'en réalité, le FDI, ou alors le régime Gbagbo n'était pas construit que des cadres du FPI. Il y avait énormément de cadres du PDCI qui ont travaillé avec le vieux Fouette, qui ont rejoint Gbagbo dans la consolidation de sa politique, de sa vision panafricaniste, comme disait Kiat tout à l'heure. Et qui ont été les piliers de son régime pendant les 10 ans qu'il a passé à la tête de l'État ivoirien. Une fois Ouattara arrivé aux affaires, on a confisqué leurs biens. On les a redistribués soit aux Libanais, parce que là, il y a également un pays qui ne revient pas, mais qui pèse énormément dans le jeu tactique de l'économie, les Libanais. Il y a aussi les Grecs qui y sont installés. Maintenant, il y a l'apport de la sous-région, le Sénégal notamment, et là, le Burkina Faso. Ce sont des pays qui s'engraissent en Côte d'Ivoire, dont les biens des Ivoiriens ont été arrachés et remis entre les mains de ces gens-là. Donc, les problèmes sont pluriels. C'est au-delà d'une élection, pour moi, je suis d'accord avec ici, qu'on peut reporter dans l'optique de s'inscrire dans un projet de paix. De paix et de réconciliation. Monsieur Ouattara à l'intérieur. Parce qu'en réalité, Ouattara ne peut pas être de bonne foi pour ramener la paix en Côte d'Ivoire. Donc vous êtes tous d'accord sur le sujet. Le premier président de la Commission nationale de réconciliation est nommé par Ouattara, l'ancien premier ministre Konan Bani. Il a disparu. Le mec a tout fait. Mais il a disparu justement parce que il a mené des consultations. On l'a chargé. Il a été officiellement désigné pour la réconciliation. Il a mené des consultations. Il a pondu un rapport sérieux, bien étoffé. Et dans ce rapport, il y avait un certain nombre de recommandations parce qu'il ne travaillait pas seul. Monsieur... Il y avait un certain nombre de recommandations. Oui. Et lorsqu'il a présenté ça à M. Ouattara, dans sa logique de haine, de violence, parce que ce n'est que ça qu'il est, M. Ouattara, c'est un homme haineux et violent. Il ne compte que sur ça, la haine, la violence, la division, la ségrégation, l'exil forcé, l'emprisonnement. Il ne compte que sur ça. Et dans cette logique, il a envoyé M. Konan Bani balader. M. Konan Bani lui a dit, moi je ne peux pas faire ton jeu. Où on va véritablement à la réconciliation. Et dans ce cas, voici, n'est-ce pas, voici les propositions. Il était question que ceux qui sont venus faire combattre, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire et qui ont occupé les maisons, les terrains et les biens des Ivoiriens qui se sont exilés. Messieurs, nous terminons cette édition. Il était question qu'on leur permette, qu'on demande à ceux-là de rentrer. Monsieur Ouattara, comme il avait déjà son jeu, il savait qu'en renvoyant ces personnes, ça allait être très difficile pour lui dans tout ce qu'il est en train de faire maintenant. Il a refusé cette proposition. Il a maintenu ces deux eaux qui jusqu'aujourd'hui continuent d'occuper les terres des Ivoiriens. Monsieur, je vous ai dit, monsieur Ouattara, c'est l'asticot dans le fruit ivoirien. Merci. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été là ce matin. Dr Yam, je vous dis merci d'avoir été là. Edmond Kuaté, merci également. Albert Amatola ici. Eric Pepin-Bilka, je vous dis merci d'avoir également été là ce matin. Je vais terminer en lisant quelques messages de nos téléspectateurs. Bonjour DBS, l'impérialisme français en Côte d'Ivoire est un boulet à son pied. Puisqu'elle n'arrive pas à s'en débarrasser, ce boulet la perdra. Stéphane Sullivan depuis Bruxelles, du côté de la Belgique. Merci également à vous d'avoir participé à cette édition. Bonjour DBS. Les derniers travaux de bitumage des routes dans la ville de Tchang ont été très bien faits en termes de qualité. Je remercie personnellement tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation d'un tel projet. Longue vie à DBS, signé Ndogmo Paul depuis Tchang. Bonjour à DBS Matin, je vous suis content de vous. Félicitations, bonne continuation. Soyez tous bénis. Je suis Antoine de Marie Obida à Yaoundé, Nkolbison. Ils sont nombreux d'ailleurs qui m'écrivent ce matin. Bonjour à vous. Merci pour la pertinence de vos panélistes. Que le Seigneur vous protège. Bien Dieu depuis Ndokpassi. Bonjour à vous en studio. Beaucoup de courage à vous et à votre émission. S'il faut attendre 30 ans avant de tenir une promesse, alors c'est dégueulasse. Brady depuis Douala. On vous a compris. Bonjour la team. C'est la même situation avec plus de 50 PME à la dérive avec Piscini que l'État du Cameroun laisse mourir vraiment avec les démarches entreprises au
auprès du ministre des Sports. Rien, celui-ci nous a chassés comme de vulgaires voyous. Vous pouvez imaginer les désagréments et surtout les engagements pris pour préfinancer le stade du président et puis jeter comme un papier hygiénique. Après usage, Steve, nous on saigne avec les dettes. Le personnel impayé, c'est déplorable, Franco, depuis Bassa. Merci à vous, Franco, d'avoir été des nôtres également ce matin. Merci également pour votre contribution à cette édition de ce matin. Messieurs, je vous dis merci d'avoir été là. Madame, messieurs, merci également d'avoir été dans notre cours de cette édition de ce mercredi de DBS Matin. Au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. Restez sur notre chaîne. L'information y est en continu. Bonne journée à toutes et à tous et à demain, s'il plaît à Dieu. Au revoir.